Voici la deuxième et dernière partie de notre édition spéciale consacrée à la 4e édition de Rebranding Africa Forum. Investi dans le capital humain, telle était la question débattue dans le 3e et dernier panel. Que peut-on retenir concrètement du concept de dividende démographique en Afrique et comment tirer le meilleur parti de ce dividende? Mabin Gengom, directeur du Fonds des Nations Unies pour la population pour la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, nous donne un éclairage. Sur la question du dividende démographique, c'est simplement un gain de pouce de croissance économique qu'un pays, une communauté peut tirer. Donc lorsque sa population en âge de travailler, c'est-à-dire de la population entre 15 et 64 ans, est vraiment maximale. Donc je crois que cela demande un peu une distribution de la population. Donc en 3 niveaux. Je pense que le milieu, qui est la tranche d'âge 15-64 ans, doit être maximal, ce qui signifie donc qu'il faut minimiser un peu les dépendants. Ceux qui ont moins de 15 ans, qui visiblement ne sont pas actifs, et ceux qui ont plus de 64 ans. Donc le problème qui se pose aujourd'hui en Afrique, dans le continent, c'est un peu une pyramide d'âge, donc qui est en tout cas très adossée, ce qui signifie, je pense, que vous avez une large base. Donc vous avez un grand nombre de dépendants qui crée un peu une situation, qui crée un poids assez lourd sur les personnes actives. Je pense que c'est un peu ça de façon générale. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc je pense que pour changer la structure de la population, il faut naturellement agir sur le poids démographique. Parce que tant que la femme va continuer à avoir 5 enfants et demi, comme certains l'ont dit aujourd'hui, ce qui est la moyenne en Afrique de l'Ouest et du Centre, 4,5 en Afrique de l'Est, je pense qu'il sera difficile de changer la structure de la pyramide. Donc vous êtes en train de nous dire que de dividendes, en réalité, il n'y en a pas pour l'instant. Non, je crois qu'il y a un potentiel pour le dividende. Même lorsqu'on réalise un peu ce changement de la structure de la population, ce n'est pas suffisant. Il faut des investissements dans l'éducation pour améliorer un peu le capital humain, ce qui aura un effet sur la productivité. Il faut également investir dans la santé pour permettre surtout aux jeunes d'avoir accès aux services de planification familiale, santé de la reproduction, mais il faut également un investissement dans la formation et dans la création d'emplois productifs. Et tout ceci n'est possible que si vous êtes dans un environnement de bonne gouvernance. Quand on parle des jeunes, d'abord on les écoute. Il faut arrêter d'avoir des conversations autour des jeunes où les jeunes ne sont pas invités à la table et qu'on leur demande leur avis, et c'est la meilleure façon de les impliquer. La deuxième chose que les jeunes disaient, c'est qu'on est arrivé à un moment où il y a énormément de jeunes qui sont dans l'innovation, qui ont des bonnes idées. Et ces idées, s'il n'y a pas de l'incubation pour les aider à les développer, elles ne verront jamais le jour. Donc il faut encourager l'incubation de ces idées et les aider à passer de l'idée à l'entrepreneuriat. La troisième chose que je disais, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde partout en Afrique, les freins de l'entrepreneuriat, on les connaît. C'est l'accès au financement. Et quand on parle des financements, on ne parle pas des financements bancaires, mais de l'accès à des financements à capital risque qui permettent de prendre des risques sur ces jeunes pour les permettre de développer leur idée, de les faire financer et de passer de l'idée à une réalité. Alors la quatrième chose que les jeunes disent, comme je n'ai pas 24 ans encore une fois, il faut les aider à renforcer leurs capacités, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'accéder au financement, il va falloir réunir toutes les compétences nécessaires qui les permettent de pouvoir développer ces idées de manière soutenable. Donc on a besoin d'actions très urgentes et je pense que chaque acteur et chaque institution a un rôle à jouer. Les gouvernements, évidemment, ne peuvent pas tout attendre d'eux, mais par contre, ils doivent mettre en place l'environnement nécessaire et les réformes qui peuvent permettre à toute la population de participer à la croissance, parce que la croissance existe. On sait qu'elle est là en Afrique, mais malheureusement, trop peu y participent. Le secteur privé, impulsé par les bonnes réformes publiques et par l'amélioration d'un climat des affaires, doit continuer de grandir. La société civile aussi, c'est un partenaire très important qui doit être célébré et considéré comme un réel partenaire pour que tous nos programmes puissent aller jusqu'au bout et toucher toutes les couches de la société, mais aussi pour qu'ils puissent exercer leur fonction d'assurer la transparence et la responsabilité des autres acteurs. Et enfin, les acteurs comme nous, les acteurs de développement, doivent collaborer avec tous les autres.
afin de pouvoir porter à échelle des solutions qui fonctionnent. Et à ce titre, la BAD, la Banque africaine de développement, a mis en place plusieurs initiatives qui visent à donner une plateforme pour ramener les différentes parties prenantes publiques et privées ensemble, financer des solutions concrètes qui fonctionnent, qui marchent, pour les porter à échelle, et enfin aussi supporter les gouvernements dans la définition d'un agenda de réforme publique, comme par exemple notre Jobs for Youth Initiative, qui a pour but de créer 25 millions d'emplois en 10 ans. Mais c'est pas assez, et on a vraiment besoin de tous travailler beaucoup plus ensemble, d'arrêter de travailler en silo, parce que le challenge est réel. Et même si je souris aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont, à l'heure où on parle, en réelle difficulté sur le continent, partout sur le continent, et qui attendent des actions de nous tous, très concrètes au-delà de nos discours. Je pense qu'on peut explorer 3 pistes. Alors, Ibrahim le disait, la première, c'est la piste de la formation. Quand on se rend compte aujourd'hui que à peu près 80% des jeunes, selon les pays, sortent du système scolaire sans qualification, ça veut dire qu'ils ont un accès au marché qui est rendu extrêmement difficile. Donc, solution, il faut absolument qu'on imagine ce qu'on appelle le socle commun de compétences qui permet aux jeunes de s'adapter à un environnement qui change et donc de pouvoir aller dans des secteurs qu'ils ne connaissaient pas, mais où on est capable de les former en 3, 6 mois, 12 mois pour avoir un job. Donc, la flexibilité qu'on doit attacher à la formation, aussi bien pour ceux qui sortent très tôt, pour ceux qui sortent après, doit être un impératif. Deuxièmement, c'est que les métiers évoluent énormément. Je vais vous donner 2 chiffres que j'aime bien donner ces derniers temps. Une étude de Dell, l'entreprise Dell, cette année, révélait que 85% des emplois qui seront créés dans les 30 prochaines années, personne ne les connaît. Et une autre du WEF, où Vanessa travaillait avant, indique que 30% des compétences dont le monde aura besoin dans les 10 prochaines années, personne ne les connaît. Ce qui veut dire en réalité que même les 12 millions dont nous parlons, le temps qu'ils rentrent dans le système scolaire et le temps qu'ils en sortent, il n'est pas garanti que ce à quoi ils ont été formés puissent trouver un job correspondant. Donc ça veut dire que, deuxième solution, pour ceux qui arrivent jusqu'au cycle supérieur, ces 12 millions, c'est impératif de créer ce que j'appelle des voies et des passerelles. Et c'est valable aussi pour ceux qui sortent avant. Et je donne souvent l'image de l'autoroute. Vous savez, le système éducatif est conçu aujourd'hui de telle manière que vous rentrez sur l'autoroute et vous devez aller jusqu'au bout, jusqu'aux 12 millions. Et donc ceux qui sortent avant, c'est des accidents. C'est comme si vous conduisiez et puis il y a un camion qui vous cote sur l'autoroute et en fait vous passez la rambarde et donc c'est un accident et donc vous n'êtes pas censé trouver un job. Or justement, si on aménage l'autoroute avec des sorties et des entrées, on s'assure que quand on sort, il y a des centres de formation professionnelle à des métiers. Je ne parle même pas d'ingénieur. Vous cherchez aujourd'hui un bon électricien, un bon maçon, un bon plombier. Parfois dans notre pays c'est extrêmement difficile parce que tout le monde ne va pas être ingénieur, tout le monde ne va pas être docteur, et donc le mythe aussi du docteur, il faut qu'on arrête, c'est un mythe. Le profil du chômeur africain aujourd'hui, c'est quelqu'un qui vit en ville, qui a un diplôme d'études supérieures et qui ne trouve pas d'emploi et qui est oisif. Donc je crois aussi que la deuxième chose, c'est lorsqu'on parle des réponses, c'est qu'on offre assez de passerelles, assez d'alternatives, et on va même dépasser l'autoroute bientôt parce qu'on va aller sur les planètes où vous allez changer de métier plusieurs fois dans une vie. Vous pouvez être ingénieur télécom et puis demain vous devenez réalisateur de cinéma. C'est possible. J'en sais quelque chose. Donc, Très bien. Donc, la deuxième solution, c'est de créer assez de passerelles à la sortie, à l'entrée, pour qu'on puisse se professionnaliser. Et puis, troisièmement, pour finir, les jeunes, c'est pas parce qu'ils n'ont pas d'idées. C'est parce qu'on ne les forme pas, on ne les coache pas, on ne les accompagne pas. Et tout à l'heure, je pourrais parler d'un projet que nous avons conduit au Bénin avec la Banque mondiale, qui a très bien marché, où de l'informel, les gens sont rentrés dans l'informel, ils ont créé 800 jobs en 12 mois parce qu'on les a accompagnés, et les jeunes ont un déficit d'accompagnement, donc il faut les incuber un peu plus. Je lance un appel pour les PME. Vous savez, 90% du secteur privé dans nos pays sont des PME. Et ce sont celles qui bénéficient le moins d'accompagnement et de ressources financières. Donc c'est très difficile de dire aussi qu'on crée de l'emploi si on a le plus gros des secteurs qui ne bénéficient pas des leviers qu'il faut pour qu'ils puissent créer plus de jobs pour les jeunes. De manière générale, ce qu'on constate, et pour revenir au point de M. Akwete tout à l'heure, ce qu'on constate, c'est que depuis les objectifs de développement du millénaire, donc il y a plusieurs années, le taux de scolarisation de manière générale en Afrique, en tout cas en primaire et secondaire, s'est beaucoup amélioré, notamment en primaire. Dans beaucoup de pays en Afrique aujourd'hui, plus de 100% des enfants sont scolarisés. Ce qu'on constate spécifiquement au secondaire, c'est qu'il y a une forte chute. C'est-à-dire on passe de taux qui sont environ de 80 à 100% au primaire à environ 34%, la moyenne est exactement 34% en Afrique au secondaire. Donc on constate qu'il y a une forte chute et si on regarde sur la population féminine,
on constate que cette chute est encore plus importante. Donc l'éducation, c'est vraiment ce qui va nous permettre de tirer les bénéfices du dividende démographique. Et pour ça, un des vecteurs importants, c'est effectivement de scolariser les enfants aussi loin que possible. Bon, c'est vrai que tout le monde ne pourra pas aller à l'université, mais au moins déjà, je pense que primaire et secondaire, c'est le minimum. Je pense que si on veut pouvoir tirer quoi que ce soit du dividende démographique, c'est important qu'on puisse arriver à relever cette chute qu'on observe en fait au niveau du taux de scolarisation au secondaire. Des exemples de success story ont permis aux participants d'avoir un meilleur baromètre des innovations en Afrique. Paula Mouftaou, cofondateur de Green People Africa, a présenté son projet qui transforme la jacinthe d'eau en fibre dépolluante au Bénin. Genesis Eimegbe est entrepreneur social. Sa société Coliba, spécialisée dans la gestion des déchets plastiques, est implémentée à Accra, au Ghana. À travers une plateforme, les utilisateurs ont accès à un compte mobile et peuvent programmer la collecte d'ordures. Lai Kamara est concepteur de la machine de fabrication des briques à terre stabilisées. Il nous présente la naissance et la mise au point de sa machine et son utilité en Afrique. Pendant mon séjour en Guinée, j'ai eu un petit choc. Il y a un enfant qui s'est fait engueuler parce qu'il ne veut pas aller à l'école. À l'époque, ça m'a choqué et j'ai posé la question pourquoi. On m'a dit non, c'est parce qu'il ne veut pas marcher. Alors il fallait marcher 20 km et ça m'a trop touché. J'ai dit non, c'est pas possible. J'ai dit il faut trouver une solution. Et à mon retour en Europe, j'ai essayé de trouver des ingénieurs pour qu'on puisse mettre le projet, soit vraiment un projet technologique et scientifique. Et j'ai eu un deuxième choc parce qu'on m'a fait croire que je suis africain. Je ne serais pas capable ni financièrement ni intellectuellement de mettre une machine en place. C'est ça qui a fait mon deuxième motivation maintenant. J'ai dit à partir de là maintenant, je veux concepter ma propre machine pour l'Afrique. La machine là, est la conception 100% africaine. Ouais. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est d'aller installer des usines d'assemblage dans des pays africains, en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Ça ne sera pas comme un produit chinois où on achète juste pour vendre aux Africains. Nous, on n'est pas pour ça. On va fabriquer chez nous, on vend chez nous. J'aimerais que vous expliquiez ce mélange entre, vous faites un mélange de la terre et du, vous avez dit? Oui, le mélange du terre, enfin le truc est là, okay. Il y a 10% du ciment et 90% de terre. On humidifie un peu et après on met dans la chambre de compression, on ferme. Et il y a du poids, 7 tonnes de pression par mètre carré. Et c'est ça qui consolide les briques. Pourquoi on rajoute du ciment? On rajoute du ciment pour stabiliser. C'est pour ça qu'on appelle briques BTC, briques à terre stabilisées. Pour le transport, pour ne pas qu'il y ait de fissures, parce qu'on ne peut pas éliminer 100% du ciment. Ça, c'est impossible. C'est pour cela qu'on consolide avec le ciment. C'est de nouveaux matériaux dans la construction? C'est pas ça existe déjà, mais nous, on a encore remodifié pour que la machine puisse être utilisable par des femmes. Parce qu'à l'époque, les machines, c'était des hommes, des gros bras. Et cette machine, c'est vraiment... Je ne dis pas elle est féminine, mais les femmes peuvent l'utiliser. Permettez-moi de réagir par rapport à cette question. Donc en fait, c'est un procédé ancestral. Vous savez que tous les édifices, tels que par exemple la mosquée de Djenné, tous ces édifices ont fait leur preuve en matière de solidité. Donc on n'a pas inventé en fait. On revient à quelque chose de naturel et c'est ce qui est très tendance, même ici en Occident. Ça coûte très cher, mais c'est ce qui fait ses preuves. Est-ce que vous avez reçu des commandes de la machine? Comment ça se passe? Oui, on a reçu des commandes à Ouganda. En fait, il y a eu un fonds d'investissement qui était intéressé du projet au Luxembourg et ils ont commandé 6 machines. Les 6 machines sont déjà parties en Ouganda. Et je suis en pourparlers aussi avec l'État guinéen et le Premier ministre il m'a promis qu'on essaiera de faire quelque chose. Après avoir pris part aux différents travaux de cette longue journée, Cécile Kenge, députée européenne, a présenté une synthèse de l'ensemble des travaux, mais aussi a fait une analyse de la place et du rôle important d'un tel forum. Pendant que plusieurs sont en train de considérer la question démographique comme un problème, de l'autre côté, on a des jeunes qui sont en train de parler et de nous dire avec un autre langage que l'on doit apprendre. La culture africaine tient à valoriser la croissance démographique, consciente qu'il va falloir partager ce que nous avons. Et je vous prie de bien écouter ces mots, puisque ces jeunes, quand ils étaient en train de dire qu'ils n'ont pas peur, c'est une richesse, ils partaient d'un point de vue de pouvoir partager. Ils partaient d'un point de vue de pouvoir faire de la richesse africaine et d'arriver vers un partage équitable des ressources sur le continent. Et je crois que ça doit nous apprendre quelque chose sur tous les gens qui sont dans la politique,
à pouvoir donner des réponses sociales, économiques et surtout une réponse politique. Donc, il va falloir aussi que nous valorisons nos jeunes qui sont là et qui demandent d'être écoutés et qui demandent surtout d'être impliqués dans tous les processus. Rebranding Africa, c'est un formidable milieu de créativité, de confrontation des idées, mais aussi des opportunités. La montée en puissance de l'expertise africaine vient mettre un terme aux suggestions et aux conseils économiques d'experts non africains qui élargissent leurs recommandations souvent au mépris des réalités locales. Rebranding Africa nous offre aussi l'opportunité de pouvoir arriver à Abidjan et je rappelle qu'à la fin du mois de novembre, on aura un sommet, le 5e sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine et on doit y arriver avec un partenariat win-win, avec un partenariat où on doit pouvoir, en tant qu'Europe, dialoguer, parler, se confronter avec les Africains. Prôner une Afrique inclusive, c'est nous demander, par exemple, de toujours tenir en première ligne notre légendaire humanité. Nous devons toujours choisir des théories économiques et politiques qui orientent nos actions vers la solidarité, l'équité et la justice. C'est seulement dans cette condition que nous pourrions lutter contre les inégalités et les injustices. Si nous saurons construire un continent équitable, l'Afrique pourra dicter sa loi au reste du monde. Au fait, moi, je rêve, c'est mon rêve. Je crois qu'un jour, l'Afrique y arrivera. Et ce ne sera qu'une loi de paix et de tranquillité pour tous. Et c'est notre souhait. Merci beaucoup. Il en est de même du ministre belge des Affaires étrangères, Didier Reynders. Il a conclu le forum. Avec les taux de croissance démographique que nous connaissons actuellement, l'Afrique devrait créer 18 millions d'emplois nouveaux chaque année, alors qu'elle n'en génère qu'un 6e actuellement. Il s'agit donc d'une course contre la montre si l'on veut que la croissance économique dépasse à un moment donné la croissance démographique. Quelle que soit la validité de la théorie du dividende démographique dans un contexte africain, je pense, si vous le permettez, que 3 thématiques que vous avez approfondies aujourd'hui sont importantes pour parvenir à une croissance durable et inclusive en Afrique. La question des enjeux agroalimentaires et de la capacité de nourrir le continent est primordiale. Pour la Belgique, il est vital de faire passer le secteur agricole et alimentaire de la subsistance à l'entrepreneuriat, ce qui passe aussi par une meilleure participation des agriculteurs au marché et aux chaînes de valeur. Mais la croissance ne peut pas se limiter au secteur agricole. Dans une Afrique qui s'urbanise, une transformation de l'économie est nécessaire, ce qui doit passer aussi par un meilleur développement du marché des services. L'investissement est nécessaire pour faire face aux enjeux démographiques, parce que nous avons besoin d'investir partout pour soutenir cette croissance et répondre aux préoccupations d'une population de plus en plus vaste. Je souhaiterais, si vous le permettez, terminer par 2 autres dimensions qui, à mes yeux, doivent être prises en compte. La première est la stabilité et donc la prévention, et lorsque cela n'a pas été possible, la résolution des conflits qui sont parfois attisés par des facteurs démographiques, comme ils peuvent l'être, par le radicalisme, par des enjeux politiques ou par le changement climatique. Il faut s'attaquer aux causes de ces conflits, que ce soit au Sahel ou en Afrique centrale, par exemple. Comme nous l'avons vu en Europe, la confiance entre voisins, par une mise en commun de certains éléments de la souveraineté, apporte une forme de stabilité. Par ailleurs, une intégration régionale renforcée permet de trouver des solutions proches du terrain, comme nous le voyons au Sahel, par la création de la force conjointe G5 Sahel. Je suis convaincu qu'au-delà de l'action de l'Union africaine, l'action des différents ensembles sous-régionaux est une action importante pour faire en sorte, je le répète, que des voisins se parlent, que des voisins, si possible, travaillent ensemble et développent un certain nombre de politiques en commun. C'est la meilleure manière de prévenir des conflits, voire de les résoudre si l'on en est là. La deuxième dimension est liée au commerce international, qui lui aussi favorise la paix et le développement. Malgré les tendances protectionnistes que l'on voit apparaître à travers le monde, je suis convaincu qu'un libre-échange inclusif
ancrée dans un système multilatéral fort et ouvert, est une condition externe fondamentale pour promouvoir l'emploi et la croissance économique durable. Écoutons à présent le témoignage de ce jeune participant au forum. Il est attaché au cabinet du président de la République de Mauritanie. Vous avez pris part à ce forum, la 4e édition de Rebranding Africa Forum. Qu'est-ce qui vous inspire en tant que jeune? Ça nous montre une vision claire pour la jeunesse africaine, que la jeunesse, elle est la richesse. Elle peut se développer à travers l'Afrique. Elle a la base et les compétences requises pour développer l'Afrique. Donc il suffit juste de l'encadrement, la motivation, l'engagement de ces jeunes à partir de l'Afrique pour se développer l'Afrique. Et cette rencontre, elle est très fructueuse. Elle a permis à la jeunesse africaine qui ont participé ici à Bruxelles d'échanger, de se constituer un réseau, de partager l'expérience, la vision sur l'ensemble thématique dont le dividende démographique qui est à l'heure actuelle en avant-garde sur les préoccupations mondiales, notamment en Afrique. Faire sortir de l'Afrique de la pauvreté, faire sortir de l'Afrique du chômage des jeunes, faire sortir de l'Afrique, redonner l'Afrique un espoir, un changement et une nouvelle vision, un point de départ pour une Afrique nouvelle. La question du dividende démographique ne va pas constituer une explosion démographique de la jeunesse africaine, mais une richesse en soi pour développer l'Afrique à travers les 4 piliers, l'éducation, la formation, en éducation avec l'entrepreneuriat et la santé, le bien-être, le droit et la gouvernance. Ces 4 piliers peuvent accompagner la jeunesse africaine de sortir de l'obscurantisme et permettre à la jeunesse africaine de devenir autonome et indépendante. Moi qui vous parle, je suis attaché à la présidence de la République, le plus jeune membre du cabinet président de la République, le plus jeune commissaire à la Commission nationale des droits de l'homme. Cela montre le plus jeune membre fondateur d'un parti politique en Mauritanie qui se nomme Parti Sursaut de la jeunesse. Nous avons compris que la jeunesse doit être au devant de la garde par l'implication du gouvernement et aussi la jeunesse doit être au renouvellement de la classe politique. Participation des jeunes sur la scène politique, la participation des jeunes dans la formation professionnelle. L'État met en garde des établissements qui permettent à ces jeunes de se former, de se préparer et pour lutter aussi contre le chômage. La Mauritanie est un pays en géographique de l'océan Atlantique, de l'Afrique de l'Ouest. De l'Afrique du Nord, nous avons aussi le désert. Donc, nous combattons pour la lutte contre le chômage des jeunes. Si les jeunes ne sont pas occupés, ils vont faire l'immigration clandestine, ils vont regagner l'Europe. Et si ces jeunes sont formés, bien préparés, ils resteront dans leur pays pour pouvoir développer leur pays. Voici à présent quelques images de remise des Rebranding Africa Awards 2017. Innovation Rebranding Africa Award a été décerné à Fola Muftaou, cofondateur de Greenkeeper Africa, un projet innovant qui transforme la jacinthe d'eau en fibre dépolluante au Bénin. Le lauréat a également reçu un chèque de 10 000 €. Madame Denise Epoté, directrice de TV5 Afrique, a reçu le Media Leadership Rebranding Africa Award. Empowering Women Rebranding Africa Award a été décerné à Natalia Kanem, directrice exécutive par intérim du Fonds des Nations Unies pour la population. Michel Zouer Fadoul, président du groupe Fadoul, a reçu le Business Leadership Rebranding Africa Award. Development Champion Rebranding Africa Award a été décerné à Thierry Zoumahoun, président du réseau Next Einstein. Le footballeur professionnel Samuel Eto'o a reçu le Lifetime Achievement Rebranding Africa Award. Pour son leadership incontestable, son Excellence Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine et de la République de Guinée, a reçu le Governance Leadership Rebranding Africa Award. Le prix a été remis à son Premier ministre Mamadi Youla. Le Rebranding Africa Forum, qui depuis 3 ans cristallise l'attention, questionne, interpelle et propose des recommandations concrètes sur les grands sujets de développement du continent africain, a une fois de plus tenu toutes ses promesses en abordant une question préoccupante dans l'ère du temps. Au moment où se tiendra très prochainement, en novembre 2017, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le sommet Afrique-Europe, le Rebranding Africa Forum aura servi d'incubateur aux différentes thématiques qui y seront abordées à ce sommet et où la jeunesse sera une fois de plus au cœur des débats. Mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Soyez connectés à notre actualité sur www.bibmedia.be, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. À très bientôt.